All right. Bonsoir tout le monde. On est de retour, comme d'habitude, de Bastien Garon à l'opposé par là. Moi-même, Pierre-Olivier Naud, côté droit cette fois-ci. Tous deux physiothérapeutes chez Physio Interactive. On est de retour pour le 9e épisode de la saison 1. Donc, déjà 9, vous êtes encore là avec nous, je l'espère. Comme d'habitude, on fait ces épisodes-là pour vous. On veut que ça soit interactif. Classique jeu de mots pour le groupe. Donc, n'oubliez pas, vous posez vos questions en commentaire. Je me doute que ce soir aussi, les questions vont fuser. Donc, Bastien Garon sera à l'affût de tout ça. Et là, comme on dit, grosse nouvelle, vous nous l'avez demandé. Et en plus, première fille sur le plateau des Facebook Live. Donc, c'est ça. Quoi dire de mieux pour cette soirée? Like a boss en plus. Yes, vraiment content de recevoir Fred sur le plateau. D'ailleurs, je fais un aparté rapide. Parlant de femmes, on redit un peu là, un petit spoiler qu'on a fait la semaine dernière, Pierre-Olivier puis moi. La semaine prochaine, même heure, mercredi, 19h30, on va être avec vous. J'ai le goût de lâcher un punch, PO, avec 2 autres femmes. Pourquoi? Oui, parce qu'on va parler en fait de rééducation périnéale et pelvienne. Évidemment, vous aurez compris que PO et moi n'étions pas les meilleurs porte-étendard du sujet. Ce qui fait que finalement, là, sans vouloir trop élaborer, si vous avez des questions dans les commentaires, mais que vous trouvez ça peut-être un peu plus c'est peut-être pas d'affaires publiques, ben n'hésitez pas à nous écrire tout de suite dans notre messagerie privée, là, nos pages Physio Interactive, nos pages Clinique Cortex, vos questions. Évidemment, les noms ne seront pas donnés. Puis on va répondre là, à vos questions en temps et lieu dans la capsule de la semaine prochaine. On vient à nos moutons. Comme j'ai dit tantôt, Fred, super content de t'avoir. Yes. J'aimerais ça que tu te présentes un peu, s'il te plaît. Good. Ben moi, en fait, c'est Frédéric Ponton, Fred. Je suis physiothérapeute chez Physio Interactive. Puis j'ai fait mon bac maîtrise là, à l'Université Laval. Puis aujourd'hui, pendant le live, en fait, je parle aussi au nom de ma collègue et amie Catherine Gérard, qui est kinésiologue. Puis c'est avec elle, là, dans le fond, qu'on suit les patients arthritiques. Là, donc, je vais parler en nos 2 noms. Ouais, on la connaît bien, celle-là. On la salue d'ailleurs si elle nous écoute. On aimerait peut-être savoir rapidement là, que tu nous fasses peut-être un étendu de son bagage. Qu'est-ce qui la rend compétente pour t'aider, t'épauler dans ce projet-là? Oui, mais dans le fond, Kat, c'est une kinésiologue qui a fait un DESS en exercice thérapeutique. Puis elle a travaillé en fait plusieurs années là, avec la clientèle qui est atteinte de douleurs chroniques. Donc, elle a une approche là, vraiment basée sur les sphères bio-psychosociales. Puis on travaille en fait en interdisciplinarité. Donc c'est pour ça qu'elle est pertinente avec notre prise en charge exactement de la clientèle arthritique. Bon, c'est bon. Là, elle va être fâchée après moi, mais c'est le script. Là. On t'a parlé, t'as bien présenté Kat. Parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce qui fait que tu es une physio unique dans ce domaine-là? Ben, j'ai fait mon bac, puis pendant mon bac en physio, j'ai fait du bénévolat à la Société d'arthrite, puis c'est là en fait que j'ai eu un coup de cœur pour cet organisme-là, puis cette clientèle-là. Puis j'ai vu en fait qu'il y avait un gros manque de services pour cette clientèle-là au niveau des soins complémentaires là, d'ailleurs. Fait que c'est ça, au départ, j'ai lu beaucoup d'articles scientifiques. Puis je voulais savoir ce que vraiment la physio pouvait faire pour cette clientèle-là. Puis je voulais aussi m'intéresser aux autres professionnels qui aident ou qui pourraient aider là, cette clientèle-là, donc les ergos, les massos, nutritionnistes, etc. Donc c'est ça. Puis je suis allée par la suite me faire former à Vancouver au Mary Pack Arthritis Center. Ça, c'est un centre un peu comme l'IRDPQ ici, mais spécialisé pour la clientèle arthritique puis arthrosique. Donc, c'est ça, c'est une formation théorique, là, mais très, très clinique en même temps. Puis, maintenant, en fait, j'évalue puis je traite là, pas mal toute la clientèle arthritique là, inflammatoire, donc polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, arthrite juvénile, arthrite psoriasique, etc. C'est quand même assez impressionnant. Gros background. Sans plus tarder, je pense qu'on peut se permettre de commencer. Oui, puis juste dire quelque chose. En fait, là, avant de commencer, je tiens juste à préciser que dans la littérature scientifique, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de débats. Donc, tout ce que je vais dire dans la présentation, ça a été vérifié, mais il y a certains sujets là, qui restent controversés, donc je me gênerai pas pour le faire part là, quand on aura des questions là, dans ces sujets-là. De toute façon, Bastien va bien gérer les commentaires. On veut que ça reste positif, fait que pas de commentaires haineux, nos amis les physios. Ouais, là, c'est ça, exact.
On les mettra sur mute s'il faut. Puis j'espère d'ailleurs, Frédéric, que si on va sur des terrains glissants, tu as des aussi bons crampons que Philippe fait quand on parlait de commotion. Non, mais j'ai ma tasse. Je suis correct. Le niveau de confiance est à son paroxysme. C'est parfait, c'est ça qu'on veut. Fait que Théo, peut-être une première question pour casser la glace? Oui, exact. La question que tout le monde, que même nous, on se fait poser, mais que tu vas pouvoir enfin démystifier pour nous, la question que tout le monde se pose, c'est quoi la différence entre l'arthrite et la bonne vieille arthrose? Ouais, en fait, tu sais, c'est souvent la question qu'on se fait poser, effectivement. C'est important de comprendre que l'arthrite, c'est une grosse famille qui inclut en fait deux grandes catégories. L'arthrose, donc l'ostéoarthrite, et l'arthrite inflammatoire. Donc, théoriquement, oui, l'arthrose, c'est une forme d'arthrite. Par contre, c'est pas une forme d'arthrite inflammatoire. Puis, tu sais, dans le langage habituel, là, quand quelqu'un parle qui est atteint d'arthrite, souvent, on va faire référence là, particulièrement à l'arthrite inflammatoire et non à l'arthrose. Donc, l'arthrose, en fait, ça, c'est vraiment une destruction qui va être progressive, lente ou rapide du cartilage. Le cartilage, c'est quoi? C'est une structure qui va protéger les os au niveau des articulations. Fait que c'est comme une petite éponge, en fait, qui est placée au bout des os pour les protéger, comme j'ai dit, mais aussi pour absorber les chocs. Oui, merci Bastien. Le stunt. Oui, exactement, mon sport visuel. Est-ce que j'apporte un genou dans la discussion? Oui, on peut faire ça avec un genou, en fait. On insère un peu d'éponge. Je t'écoute toujours. C'est ça, exactement. Fait que l'éponge, en fait, là, dans les cas où est-ce qu'on a de l'arthrose, l'éponge va devenir très, très mince. Elle va s'amincir, puis elle peut même être presque inexistante. Donc, tu sais, le frottement os à os va pouvoir causer, en fait, de la douleur puis des diminutions d'amplitude, donc des diminutions de mobilité, entre autres. Il peut aussi avoir des ostéophytes. Donc, ça, c'est des excroissances osseuses là, sur les os. Puis ça aussi, ça peut causer les mêmes douleurs, des mêmes symptômes, là, donc la douleur, la diminution d'amplitude et tout. Je fais souvent référence à un panier d'épicerie. Donc, on a un panier d'épicerie, les roues sont... L'analogie du panier d'épicerie. C'est bon, là, on va la retenir. Les roues sont bien gonflées, sont lisses, ça roule bien. Là, si on vient ajouter des petits bouts de cailloux sur les roues, on comprend que ça roule un petit peu moins bien. Donc, ça, c'est comme les ostéophytes, en fait. Et quand on dit que le cartilage s'amincit, mais c'est comme si on venait enlever de l'air au niveau des roues. Donc, on comprend que moins d'air dans les roues, puis des cailloux, le panier d'épicerie avance moins bien. Donc, c'est un peu la même chose au niveau de l'amplitude quand on parle d'arthrose. Puis, est-ce que c'est vrai, dans le fond, Fred, que l'arthrose, c'est seulement chez la clientèle plus âgée? Non, ben la majorité, en fait, là, vont penser ça. C'est sûr que le vieillissement, c'est une cause de l'arthrose. Par contre, c'est pas seulement ça. Ça peut être lié à la génétique, des gens qui vont s'être fait opérer, des jeunes qui ont des antécédents de blessures, ben eux, ils peuvent développer de l'arthrose un peu plus rapidement que d'autres. Fait que c'est pas seulement lié au vieillissement, non. OK, good. Fait que ça, c'est parfait. Tu viens de bien démystifier la partie arthrose, mais là, parle-nous un peu de notre sujet qui est l'arthrite inflammatoire. Tu l'as nommé tantôt, oui. C'était comme la grande famille, si je peux me permettre. Exactement. Ben en fait, l'arthrite inflammatoire, c'est différent de l'ostéoarthrite, donc de l'arthrose. Les signes physiques, biologiques, les traitements, les causes de ces deux pathologies-là vont être vraiment différentes. L'arthrite inflammatoire, elle se divise en trois grandes catégories encore là. Il y a elle peut être de cause infectieuse, donc la personne attrape une infection, comme l'arthrite septique par exemple. Ça peut être de cause métabolique, comme la goutte. Que les gens ont probablement déjà entendu parler. Puis, ce qu'on voit le plus souvent en clinique, c'est de causes immunitaires. Donc, comme la polyarthrite rhumatoïde, les spondylarthropathie, l'arthrite juvénile, etc. Pour le public, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire vraiment une cause immunitaire? Parce qu'on comprend que les gens vont reconnaître les noms. Spondyloarthropathie ankylosante, polyarthrite rhumatoïde, mais c'est quoi une cause immunitaire? En fait, le terme immunitaire, ce que ça veut dire, c'est que ton système immunitaire, on a tous un système immunitaire, en fait, qui c'est un système qui va nous protéger contre les infections, les bactéries et tout. Puis, ce système-là, il va attaquer nos propres cellules. Donc, c'est comme si tes cellules saines devenaient là, tes propres ennemis, puis ton corps, il essayait de les combattre. Fait que l'arthrite inflammatoire, c'est vraiment une maladie articulaire inflammatoire. Et les propriétés de la membrane synoviale vont changer.
encore une fois, une analogie, c'est quoi une membrane synoviale? Ça, c'est comme un papier saran wrap, en fait, qui garde nos articulations ensemble. Donc, on a des os qui vont... Parfait, merci. Tabarouette! Ouais, C'est bon. Parfait. Fait qu'en fait, là, le papier saran wrap, c'est ça, il va être autour de nos articulations pour pouvoir les garder ensemble. Puis à l'intérieur de ce papier saran wrap-là, il va avoir du liquide pour permettre de lubrifier l'articulation, la nourrir, bien bouger, etc. Avec l'arthrite, ce papier saran wrap-là, il va s'épaissir, puis il va prendre de l'expansion. Il va y avoir de la production de médiateurs qui vont détruire l'articulation. Donc, c'est des cellules à l'intérieur de l'articulation qui vont être des cellules, en fait, inflammatoires. Puis c'est ce qui va donner, là, au final, là, la rougeur, la chaleur, les gonflements au niveau de l'articulation. Je fais un petit aparté rapide, Frédéric, je vous interromps tous les deux. On a Mme Marie-Josée Boutin qui se demande déjà, « Hey, on peut-tu se poser des questions dans cette capsule en direct-là? » C'est fait pour vous, en fait. Fait que gênez-vous vraiment pas. Vous nous écrivez ça en commentaire. Comme vous pouvez voir avec mon œil de linge, j'ai vu ça tout de suite. Fait qu'au moment que ça se passe, on fait affaire à notre experte, Frédéric Ponton, puis on lui pose la question pour vous. Gênez-vous vraiment pas, Mme Boutin. Fait que j'imagine la première question s'en vient. Si ça a été posé, c'est parfait, ça. Excellent, on est prêts. Tu peux nous parler un peu de chaleur rougeur, qu'il y avait beaucoup de changements dans l'articulation. Ça veut dire que j'imagine les gens qui ont une arthrite sont suivis par des médecins spécialistes. On entend souvent parler des rhumatologues. Là, j'imagine que c'est eux qui font le suivi, là. Oui, effectivement. Ben, en fait, les personnes qui sont atteintes d'arthrite inflammatoire, ils doivent être suivis par un rhumatologue qui va faire en fait des tests, des suivis à une fréquence qui va être déterminée là, par lui-même, par le médecin en fait, pour s'assurer justement que la situation demeure stable, que la médication est bien ajustée, qu'il n'y a pas de progression là, au niveau de la destruction osseuse. Donc, je fais aussi une petite aparté là, sur le site de la Société de l'arthrite. Il y a beaucoup de documents, dont certaines ressources ou certains documents là, que vous pouvez remplir pour votre visite chez votre médecin ou votre rhumatologue. Puis dans le fond, c'est une liste de symptômes que vous cochez. Donc, quand vous arrivez chez votre médecin, vous pouvez carrément lui remettre ce document-là. Puis, je tiens d'ailleurs à les remercier. Ils ont partagé le live sur Facebook. Fait que n'hésitez pas à aller consulter leur site là, Internet. Il y a beaucoup de choses là, qu'on peut apprendre au site de la Société d'arthrite. J'ai déjà des questions. Évidemment, on s'attendait à ce que ça arrive, Fred, assez rapidement. Je commence d'abord avec Mme Maltais. J'ai sa réponse, hein, c'est pas drôle, je me lance comme ça, Fred. Mme Maltais, en fait, elle nous demande la différence entre l'arthrite et l'arthrose. Tout ce que je vais lui demander, c'est de réécouter le début du live, où est-ce qu'on a débuté par ça. C'est bien correct. Arrêtez pas notre live, continuez d'écouter toutes les autres informations. Puis la vidéo reste disponible là, en tout temps. C'est toujours gratuit, hein, on le répète. Fait qu'il suffit de revenir là, sur la page Physio Interactive, section vidéo. Vous avez accès à tous nos contenus tout à fait gratuitement. Faire sa part, j'avais une deuxième question pour toi, Fred, aussi, pour le bien du public. On nous demande, est-ce que c'est vrai que l'activité physique peut en provoquer une crise d'arthrite? C'est une bonne question. En fait, non. Quand les exercices puis les activités, en fait, sont débutées de façon graduelle et adaptée, non, ça ne provoque pas de crise d'arthrite. En fait, il y a plusieurs évidences scientifiques qui indiquent que l'exercice n'augmente pas les symptômes de l'arthrite quand ils sont adaptés. Mais qu'au contraire, en fait, pourrait même diminuer ou contrôler là, les symptômes et la qualité de vie. Faut par contre s'assurer de conserver une bonne souplesse, une bonne force musculaire, un bon équilibre. Fait que c'est pour ça que c'est important aussi de faire de l'activité physique. Mais non, ça ne provoque pas une crise d'arthrite. Puis justement, l'autre jour, j'avais une question là, dans un groupe Facebook que la personne se demandait en fait s'il fallait adapter les exercices, les sports, quand la personne avait une raideur ou une douleur de type inflammatoire. Donc, quand une articulation était enflée, gonflée, rouge et tout. En fait, quand on a une raideur, c'est normal de ressentir un léger inconfort pendant les exercices ou l'activité physique. Et là, je mets un petit bémol, là, c'est pour les cas, par exemple, de spondylarthrite ankylosante. Souvent, les premières séries ou les premières répétitions vont créer de la raideur,
vont être raides, en fait. Et au fur et à mesure que la personne fait les exercices, ben ils vont être de plus en plus souples, puis à la fin, ils ressentiront aucune raideur. Donc, ça, c'est correct. Par contre, quand la personne a de la douleur en raison de l'inflammation, donc il y a un gonflement, de la rougeur et tout, ça peut être bien de conserver l'articulation, en fait, au repos, puis on appelle ça un repos relatif, en fait. OK, good. Puis, tu sais, est-ce que, là, tu nous dis, bon, il faut bouger, il faut le contrôler, mais tu sais, si on parle de sport d'impact, que ce soit, ben, j'imagine, course, marche, si j'ai une articulation qui est inflammée, est-ce que ça peut l'empirer, l'endommager? C'est quoi un peu, comment on gère ça? Ouais, ben en fait, tantôt quand je parlais de terrain glissant, là, ça c'est une question. Les recherches. On met nos crampons. Oui, c'est ça. Oui. Je vais prendre une gorgée d'eau. Mais c'est ça, en fait, les recherches scientifiques, ils s'entendent pas encore tout à fait sur la question, en fait, que tu viens de poser. L'articulation, en fait, a besoin, tous les articulations ont besoin d'avoir une force de compression et de décompression pour pouvoir se nourrir. Donc, une espèce d'effet de pompage. Par contre, quand on a une phase active de la maladie, donc lorsque la personne là, elle a des synovites, de la rougeur, de l'inflammation et tout au niveau de certaines articulations, c'est préférable, selon la majorité des articles, de laisser l'articulation se reposer un peu, dont l'aspect du repos relatif, parce que la synovite, elle peut créer des dommages articulaires. Seulement la synovite peut créer des dommages articulaires, puis on veut pas mettre trop de poids, trop de pression supplémentaire sur cette articulation-là. Donc c'est ça. Ça, c'est un repos relatif. Il faut quand même garder à l'esprit que l'articulation, elle, en dolorie, peut rester au repos, mais qu'on peut continuer à bouger. Tu sais, c'est pas parce que j'ai mal à la main, c'est rouge chanfé que je peux pas aller marcher dehors. Fait que c'est ça le repos relatif. J'adore ça. Je donne souvent le même parallèle à mes patients quand ils font, exemple, une fracture de la cheville droite, pour dire quelque chose. Ben, première chose que je fais, je les embarque sur le vélo du pied gauche. On n'arrête pas de bouger. Là. C'est bon, on n'arrête pas. C'est à prendre ou à laisser, mais ils n'ont pas beaucoup de repos dans le bureau. Parfait. D'ailleurs, on a deux questions, je dirais complémentaires, qui continuent de faire du chemin sur ce que tu viens de nous dire, Fred. Je remonte un peu parce que pour de vrai, les commentaires, ça fuse. Là, vous me donnez du boulot aujourd'hui. Je vais te parler des deux questions en même temps. C'est deux personnes de mon entourage, là, François Blouin, que je salue d'ailleurs, un grand sportif, et Carole Duchesne, une autre très grande sportive, qui, comme je te dis, je te fais ça rapidement, les deux questions. Le François Blouin, avec un petit clin d'œil, qui nous dit, est-ce que c'est l'exercice physique qui contribue à réduire l'arthrite ou l'arthrite qui nous empêcherait de faire de l'exercice? T'sais, il veut voir un peu là, ce que tu viens de dire, la notion de ça. Puis, parallèlement à ça, Carole Duchesne, elle nous demande, bon, le sport d'impact, c'est bon. Si évidemment on est blessé, on a des signes inflammatoires, ben on fait du repos relatif comme on vient d'expliquer. Qu'en est-il des gens qui n'ont pas de blessure actuellement, mais qui voudraient s'adonner à un grand volume de course à pied, qui est évidemment un sport d'impact? Est-ce que c'est une précaution, une contre-indication? Comment on jongle avec ça? En fait, c'est des bonnes questions. Pour la première personne là, qui t'avait posé la question, en fait, si c'est l'arthrite ou la douleur, tu sais, c'est sûr que quand on a une douleur, veut pas, on a une posture antalgique, on veut essayer de limiter l'activité, puis c'est normal. Donc, on veut qu'un repos. Par contre, avec le repos, c'est sûr que on peut avoir des contractures musculaires, on peut avoir des faiblesses musculaires, on peut développer un manque de mobilité. Donc, tout ça va faire en sorte que quand on va vouloir recommencer à bouger, ça va être un petit peu plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas attendre d'avoir tous ces symptômes-là là, pour recommencer à bouger. Puis ça, c'est vraiment un cercle vicieux, en fait. Fait que, tu sais, j'ai de la douleur, j'arrête de bouger, j'ankylose, je perds de la force, je perds de la mobilité, fait que je veux pas rebouger. Puis ça, c'est un cycle, en fait, qu'il faut casser. Tu sais, l'activité physique, c'est super, super important pour la clientèle atteinte d'arthrite inflammatoire parce qu'on veut continuer à avoir une amplitude de mouvement convenable, une force musculaire assez forte parce que quand on va avoir une crise d'arthrite puis qu'après ça, on prend une pause, ben si on a beaucoup de force musculaire puis on a une mobilité complète avant, ben après, il va nous en manquer juste un petit peu pour recommencer à bouger. Donc, c'est pour ça l'importance de bouger. Pour la course, encore une fois, terrain glissant. Moi, la course, j'ai aucun problème personnellement. Par contre, certains
certains autres professionnels de la santé là, pourraient dire que la course serait à faire attention. Moi, je crois que tout y est selon le commencement graduel de l'activité. Un peu comme si moi, du jour au lendemain, je voulais faire un marathon. Non, je ferais pas ça. Je prendrais minute par minute, kilomètre par kilomètre. C'est la même chose pour la clientèle arthritique. Il s'agit de bien contrôler ses symptômes. Donc, si elle voit que après, je sais pas moi, tant de kilomètres ou tant de minutes, avec une bonne progression, elle commence à développer des douleurs, ben elle peut ralentir un petit peu pour pouvoir par la suite remonter la pente. Fait que c'est vraiment d'y aller avec les symptômes de la personne. Moi, je vois aucun problème à ce que cette personne-là court un demi-marathon ou un marathon si elle veut, si elle a une bonne préparation, puis si ses articulations sont bien réchauffées aussi, là. On a un collègue chez nous qu'on a souvent nommé Simon Robitaille qui parle toujours auprès de ses patients de la gestion de l'ambition. Ouais. Ça veut dire que c'est meilleur d'avoir de l'ambition que pas en avoir, mais il faut la doser si on veut toffer longtemps. Exactement. D'ailleurs, pour faire du pouce sur ce que tu dis rapidement, on a 2 capsules, une sur la reprise d'activité post-confinement, une sur la course à pied. Fait que ça peut complémenter en fait ce que tu viens de nous apporter. Ouais, oui, exactement. La quantification du stress mécanique. Mais tu m'amènes un peu, on en avait parlé ensemble, Fred, là, quand on avait discuté des interventions qu'on ferait. Ça leur rejoint un petit peu ce qu'on s'était parlé, mais qu'en est-il de quelqu'un, exemple, qui voudrait débuter une nouvelle activité? Tu sais, bon, on peut prendre la course à pied, mais on pourrait prendre, exemple, quelqu'un qui veut marcher un petit peu plus. Est-ce qu'il y a des restrictions? Comment tu vois ça un peu de débuter une nouvelle activité, puis en ayant l'arthrite? Ouais, en fait, ce qu'il faut faire attention avec la clientèle arthritique, c'est qu'on ne veut pas que l'exercice ou l'activité physique augmente ou cause de la douleur. Donc, si moi je suis assis, je fais de l'arthrite, puis que j'ai aucune douleur, ben je vais aller marcher sans aucune douleur. Si je suis assis, puis j'ai une douleur de, je sais pas moi, 5 sur 10, ben c'est normal que, tu sais, si je vais marcher, la douleur ne diminue pas nécessairement. Je veux juste pas qu'elle augmente à 6, 7 sur 10. Fait que c'est ce qui différencie pas mal là, la clientèle arthritique inflammatoire de monsieur, madame, tout le monde. C'est que pour la clientèle arthritique, on ne veut aucune augmentation de douleur, puis que ce soit pour une activité physique comme la marche, que les propres exercices qu'on donne là, à nos patients. Parce qu'il y a aussi l'aspect de neurophysiologie, en fait, là, de la douleur. Oui. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, la neurophysiologie, c'est comme notre système nerveux qui agit comme un système d'alarme. Puis ce système d'alarme-là, ben il faut le faire fonctionner. Donc, ça, la neurophysiologie, c'est la perception, qui va être différente d'un individu à l'autre, d'un certain stimulus, une certaine douleur. Donc, si je veux que mon corps comprenne que bouger ma main n'est pas quelque chose de douloureux, ben il va falloir que je mobilise tranquillement ma main sans douleur. Parce que la clientèle arthritique, souvent, va avoir beaucoup de douleurs qui va être sur une bonne fréquence, là, quasiment, ça peut être à chaque jour, ça peut être une fois par mois, ils vont avoir des crises et tout, mais c'est des gens qui vont avoir eu pas mal de douleurs, d'inflammation. Fait que là, le système d'alarme, lui, il sonne parce qu'on a de l'inflammation. Mais il faut lui faire comprendre que quand il n'y a plus d'inflammation, on peut bouger la main sans faire réactiver notre système d'alarme. Donc c'est le principe, en fait, d'aller bouger sans augmenter la douleur, parce que sinon, on continue ce cercle vicieux-là de système d'alarme. Good. Super bonne analogie sur le système d'alarme. C'est bon. On a des gens qui nous demandent, Fred, je pense que c'est d'actualité, les gens te trouvent super intéressant. Là, les flashs, je t'en lance tout de suite. Ça on l'a pas invité pour rien. Non, on parle à une experte. D'ailleurs, les gens parlent déjà de rendez-vous et disent hey, comment je fais pour l'avoir? Moi, Fred, elle a trop smart. Puis ça, c'est seulement la pointe de l'iceberg, je vous le dis. Fait comment on fait? Est-ce qu'on a besoin d'une prescription de médecin? Ça, on peut répondre. La réponse est non. Non. Est-ce qu'on a besoin? Est-ce que c'est couvert par les assurances privées? Oui. La majorité, oui. La majorité. La physiothérapie, c'est couvert. Vérifiez avec votre plan d'affaires, mais en plan d'assurance, mais en général, oui. Puis elle nous demande aussi, est-ce que ça passe sur l'impôt? Fait que malheureusement, en fait, les frais sont déductibles d'impôt, mais c'est malheureusement pas offert tes soins, corrige-moi si je me trompe, Fred, mais l'équivalent de ce que tu es capable de faire ne se fait pas au public. C'est un trou de service que tu comptes. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Il y a une ou deux physiothérapeutes au public qui ne font pas que de la clientèle arthritique. Fait que il y a pratiquement pas de service là, à ce niveau-là, effectivement. Puis de là, l'importance de faire un live pour faire connaître que tu es là pour ces gens-là.
Oui. Du moins pour les gens de Québec puis les alentours, on a quelqu'un de super compétent pour vous. Exact. On continue ou tu voulais y aller avec une question? Bon, c'est parfait. Fait que j'enchaîne, je prends la balle au bon. On l'avait pas encore dit, notre fameuse expression des lives. Je me doutais que ça s'en venait. Fait que là, tu nous parles de gens qui auraient pu commencer à être actifs. Je redeviens actif. J'ai moins en moins de douleurs parce que je suis plus actif. Mes surfaces sont lubrifiées. Je reprends ma vie quotidienne. Est-ce que ça veut dire que pour une personne d'arthrite, juste le fait de bouger puis d'aller mieux, ça devrait arrêter sa médication, dire c'est beau, je bouge, ça va bien, je lubrifie, pas besoin de prendre de médication? Oui, c'est une question, ça aussi, je me suis fait poser quand même souvent. En fait, la réponse, c'est un gros non. Pourquoi? Premièrement, en fait, tout ce qui touche la médication, c'est vraiment le médecin qui va décider, que ce soit suite aux résultats des prises de sang, des radiographies, des imageries, etc. La médication, en fait, elle aide vraiment pour ralentir la progression de la destruction articulaire. Donc, en fait, l'arthrite, ça ne se guérit pas. Fait que la médication est là pour vraiment ralentir, contrôler la maladie. Oui, tu sais, la physio, la kin, la masso, les ergos et tout, on est tous des professionnels qui vont agir là, pour la clientèle arthritique. Puis, en fait, pour que cette clientèle-là garde une bonne qualité de vie, conserve une bonne mobilité, puisse contrôler les symptômes et tout. Mais, tu sais, nous non plus, là, on guérit pas l'arthrite. Puis, la médication, c'est important. Puis, si on a une suspicion, en fait, d'une personne qui pourrait peut-être être atteinte d'arthrite inflammatoire, ben, il faut rapidement le rediriger vers son médecin pour qu'il puisse l'évaluer. Parce que la médication, là, de plus en plus de recherches scientifiques sont en train de sortir, puis ils prônent en fait plus rapidement la personne prend la médication, mieux c'est. Puis c'est ça me faisait penser à une analogie aussi, tant qu'à être là-dedans. En fait, ça vient pas de moi, celle-là. Ça vient de Joanne Tardif, une physiothérapeute. Oui, très connue. Qu'on salue d'ailleurs. En fait, elle faisait l'analogie avec la médication puis les exercices. Les gens qui sont atteints d'arthrite, en fait, la majorité vont essayer plusieurs médicaments avant de trouver le bon médicament. Je fais l'analogie avec les exercices. Donc, c'est sûr qu'en physiothérapie, on va essayer certains exercices, puis ça se peut qu'on doive les changer ou les modifier, comme le médicament qui va devoir être modifié ou changé. Encore une fois, le médicament, ça fait bien, c'est correct, mais c'est peut-être pas nécessairement la bonne dose. Donc, on l'ajuste, on monte la dose, on diminue la dose. Même chose pour les exercices. On augmente le nombre de séries, répétitions. Hop, c'est trop, on va le diminuer. Fait que c'est vraiment la même chose, là. Donc, c'est important de faire appel à vos professionnels de la santé, que ce soit physiothérapeute, kinésiologue, etc., pour vraiment donner des exercices adaptés avec la bonne dose. Puis, corrige-moi si je me trompe, Fred, mais en dehors d'avoir la bonne prescription d'exercice, c'est-à-dire autant les bons puis les bons paramètres, il y a aussi une certaine fréquence à respecter. C'est-à-dire que on a Camille Dallaire-Leblanc, d'ailleurs, qui nous demande, y a-t-il une fréquence d'activité physique spécifique à la clientèle arthritique? Oui, je la salue d'ailleurs. Oh! En fait, non, il n'y a pas de fréquence spécifique pour la clientèle arthritique selon les données probantes. Par contre, plus c'est fait de façon quotidienne, mieux c'est. Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer que la force musculaire est bonne, que l'amplitude est complète, que la personne a un bon équilibre, une bonne coordination. Donc, si la personne était capable de faire de l'activité physique peut-être 4-5 fois par semaine, ce serait idéal. Puis là, je parle d'activité physique, mais ça peut être aussi des exercices. Ça peut être la marche, qui est une bonne activité Absolument. Aussi à faire. Ça que, tu sais, souvent, les gens vont penser, là, OK, ben là, il faut que je m'entraîne 4 à 5 fois. C'est pas ça que j'ai dit. C'est vraiment de bouger puis de faire une activité, des exercices, au pire, de renforcement musculaire et tout. Un bon 4 fois semaine, là, c'est en masse. Mais plus on bouge, mieux c'est. Ah, puis, tu sais, c'est comme vraiment tu disais intéressant. tantôt. Vas-y, Bass, ben oui. Ben, je viens de faire un rappel sur ce que tu nous expliquais tout à l'heure, que les surfaces, quand ils ont de l'arthrose, puis corrige-moi si je me trompe, ben, ils sont un peu dégénérés, puis quand on leur permet de faire un peu de compression, décompression, on stimule la lubrification, puis on permet
à ces articulations-là de se nourrir, puis donc de rester le plus solide possible. Oui, exactement. Puis je veux juste renchérir, là, dans le fond, tu sais, le cartilage, c'est quelque chose qui ne se régénère pas. Donc, quand ça s'effrite, ça s'effrite. Donc, important, comme tu dis, de conserver la force de compression des compressions pour nourrir l'articulation, parce que si jamais l'articulation, ben le cartilage s'effrite, on peut pas là, redonner du cartilage. Là. Donc, c'est ça. Non, puis tu sais, j'ajouterais à ce que tu as dit, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que tu sais, on parle beaucoup d'activité physique, mais de ce que je comprends, c'est que tu me dis, il faut que les gens soient actifs, puis il faut qu'ils soient actifs pratiquement tous les jours. Donc, il y a peut-être la différence à faire sans dire je vais faire un gros sport, mais je vais être actif. Donc, la clé, c'est être actif. Fait que ça, je trouve ça important que les gens vont se dire, ah non, si je peux aller jogger, ça compte pas, mais comme tu disais, une marche, mais c'est être actif et c'est bon. Exactement, exactement. On a quelqu'un dans le chat, Fred, là, qui capote un peu. Je t'explique. Madame Boutin, présentement, a dit il y a ben trop de bonnes questions dans le live. On va-tu être capable de répondre à tout ça? Je veux pas te mettre de pression, Fred, mais on a l'habitude, là, nos invités, d'aller répondre en commentaire là, à toutes les questions qu'on n'aura pas le temps de répondre ici, lorsque ça s'applique, évidemment. Exact. Fait que, tu sais, n'hésitez pas à revenir sur nos pages, voir ça, puis on va finir par y répondre, c'est sûr. Oui, puis d'ailleurs, je vais le faire avec Catherine, la kinésiologue, avec qui on travaille, fait que inquiétez-vous pas. Si vous avez une réponse de Catherine ou Frédéric, ben, ça devrait être des excellentes réponses. Ça sera pas Bastien et moi qui allons répondre. Je vous le conseille pas de toute façon. Question numéro 4, hein, c'est super élaboré, puis on en profite pour ajouter des informations, puis j'espère que le monde nous suit. Si jamais il y a trop de trucs en même temps, je n'arrive pas pour nous le faire savoir. Fait question numéro 4, tu nous parles de nos patients, des différentes approches que tu peux avoir, tout ça. Moi, je serais curieux de savoir, en fait, concrètement, qu'est-ce que tu fais pour cette population de patients-là? C'est-à-dire, c'est quoi ton modèle de prise en charge avec la clientèle arthritique? Oui, ben en fait, nous, on a un modèle justement de prise en charge avec cette clientèle-là interdisciplinaire. Donc, je fais équipe avec Kat, la kinésiologue, pour traiter, réadapter, éduquer, puis rendre autonome surtout les patients dans la gestion de leurs symptômes. Fait que comment ça se passe concrètement? À la première rencontre, c'est moi en physio qui les évalue. C'est une durée d'1h30 versus 1 heure pour une évaluation là, conventionnelle, une évaluation d'une blessure musculo-squelettique. C'est sûr que ça prend un peu plus de temps qu'une évaluation là, musculo parce que je dois évaluer toutes les articulations. Dites-vous que pour la polyarthrite rhumatoïde, là, faut que j'aille doigt par doigt, poignet, coude, épaule. Je fais tout durant cette évaluation-là. Fait que c'est pas seulement les articulations douloureuses que je vais aller évaluer. Je vais aller évaluer en fait toutes les articulations. Souvent les gens vont arriver puis vont dire ben moi c'est parce que j'ai mal à cette articulation-là puis celle-là aussi. Puis ils ont tellement de douleurs qu'ils penseront pas à une autre douleur qui pourrait être cachée ailleurs. Fait que moi, c'est pour ça que je fais l'évaluation complète, parce que des fois, on voit, oh, tu sais, ça bouge pas très bien, faudrait réajuster le tir. Fait qu'on va prendre des mesures, on va faire des tests, pour faire des tests-retests aussi pour les prochaines fois. Et surtout, on va aborder les objectifs du patient. C'est pas tout le monde qui ont les mêmes objectifs. Il faut que ça soit des objectifs aussi quantifiables. Donc, je vais être capable de prendre mon enfant, je vais être capable d'aller marcher. Moi, je veux participer à cette course-là qui est l'été prochain. Donc, on fait vraiment le tour des objectifs. Une fois que l'évaluation est faite, moi, j'appelle mon ami Kat, puis je fais part justement des éléments là, qui sont ressortis de l'évaluation pour qu'elle puisse travailler avec le patient avec le manque de force de tel muscle, le manque d'amplitude de telle articulation. Puis, elle va rencontrer là, la personne après pour lui remettre un programme d'exercice. Elle a fait ça maintenant par Zoom. Donc, avec le contexte actuel, là, c'est idéal. Puis, on peut justement voir là, le matériel, qu'est-ce que la clientèle a à domicile. Puis, par la suite, dans le fond, ils peuvent prendre des séances d'exercices supervisés, qui sont un maximum de 4 personnes, qui durent environ là, 30 minutes, 1 heure. Puis, à l'intérieur de ça, ben, elle peut donner des séances éducatives, faire des progressions d'exercices et tout.
c'est ça. Puis moi, je revois le passé. Oui, je m'excuse. Non, c'est bon. Mais c'est super intéressant. Puis je suis content que tu abordes un peu la façon dont tu évalues parce que, tu sais, souvent les gens vont dire, va voir mon physiothérapeute, c'est vraiment bon. Sauf que quelqu'un viendrait me voir avec ça, je serais vraiment, tu sais, déboulonné. Et tu as raison. Moi, ce que j'aurais fait, je serais allé regarder son genou parce qu'il aurait mal au genou. Mais c'est vraiment intéressant ton approche. Puis je pense que c'est ça qui fait la clé de ton travail, c'est que tu comprends un peu plus large que moi ce que c'est cette pathologie-là et comment bien l'évaluer. Puis c'est vraiment, vraiment intéressant que tu l'abordes. Fait que j'espère que les gens vont retenir cette partie-là aussi qui est un peu plus théorique, qui explique ce que tu fais, mais pourquoi toi tu le fais comme ça. Puis c'est vraiment intéressant. Je sais pas si tu y vas, Bass. On a envoyé une question de Marie-Ève, notre productrice, là, qui veille au grain aussi. On la salue, vous la voyez pas, mais elle est toujours là avec nous. Je trouve qu'un élément important que tu as parlé, Fred, c'est l'aspect de prévention. C'est-à-dire d'être capable d'analyser le corps au complet puis de dire, OK, le feu est pogné dans ton épaule puis dans ton genou, mais ta hanche bouge pas bien, puis si on fait rien, ben, tu vas revenir me voir pour un troisième feu. Malheureusement, il y a des gens qui viennent lorsque le feu est pris. La question de notre productrice, là, Marie-Ève, qu'on remercie encore une fois de veiller au grain, comme disait PO, c'est comment tu adaptes tes traitements en physiothérapie pendant une crise inflammatoire versus quand le patient n'est plus en crise. Puis, vaut-tu mieux, est-il préférable de se faire traiter ou de ne pas se faire traiter, de bouger ou de ne pas bouger pendant nos crises? Bouger, oui, il faut bouger. On peut laisser par contre l'articulation au repos relatif. Pour ce qui est des traitements en physio, en fait, oui, on voit souvent des gens qui sont en crise. Tu sais, d'ailleurs, moi, je me garde 2 à 3 traitements par jour pour la clientèle arthritique s'ils ont une urgence ou une crise d'arthrite. Puis je tiens à le dire, là, c'est des traitements qui sont plus passifs. C'est normal. Quand la personne a de la douleur, on va pas lui faire des exercices et tout. Donc, oui, je vois les gens en période de crise également pour faire des traitements un peu plus passifs. Puis, tu sais, on peut aussi donner des exercices à la personne d'autogestion ou d'automobilisation. Puis là, je fais un exemple pour les mains. Tu sais, souvent, les gens vont avoir de la douleur là, au niveau des articulations des doigts. Tu sais, souvent, là, ou des raideurs matinales, par exemple, les gens vont avoir mal. Puis, tu sais, juste de venir faire des petites tractions, décoller la capsule. Tu sais, on a parlé tantôt du papier Saran Wrap là, qui est augmenté. Ouais, exactement. Oh, la main. Ouais, c'est ça. Fait que ce papier Saran Wrap-là, il y a une augmentation de pression là-dedans. Tout est collé ensemble. Fait que juste de venir faire des petites tractions pour décoller les adhérences au niveau de cette capsule-là. Par contre, c'est important de bien le montrer à la personne, puis de faire l'exercice aussi avec. Parce que là, je dis ça comme ça, là, je vois déjà les gens essayer de tirer. On fait pas ça, OK, s'il vous plaît. C'est vraiment, on vient prendre l'articulation, on tire un petit peu. Important là encore de pas venir mettre les doigts sur l'articulation. La pression est déjà augmentée à ce niveau-là, donc on prend le doigt là, de part et d'autre, puis on vient faire des petites tractions avec des petites pressions là. Fait que allez-y pas trop fort s'il vous plaît. Fait que tu sais, on peut donner des exercices d'auto-mobilisation dans des périodes de crise et à la clinique aussi là, on fait des techniques plus passives. Ben, super bon. Tu sais, c'est bon, ça m'amène aussi en me disant, c'est quoi un peu je sais que c'est du cas par cas, tu vas me dire, mais là, on parlait de patients en crise. Mais exemple, quelqu'un qui est pas en crise, qui veut un certain suivi, comment ça fonctionne, votre suivi un peu? Je comprends que tu peux gérer la crise, mais quand ça va bien, c'est quoi vos objectifs? Tu sais? Exact. Bonne question, mais c'est ça. Moi, après l'évaluation, en fait, là, la personne va voir Catherine en kinésiologie. Puis moi, je vais revoir ce patient-là. En fait, quelques semaines, c'est du cas par cas. On va déterminer, tu sais, évidemment. Ouais, les douleurs, les objectifs aussi, selon tout ça. On va reprendre un rendez-vous quelques semaines après pour faire une reprise de test, une reprise d'amplitude, de mesure et tout, pour voir s'il y a eu amélioration. Donc c'est ça. Moi, je les vois après ça quelques semaines après. Par contre, dépendamment des cas, je peux les voir aussi de façon ponctuelle ou un petit peu plus serrée. Ça peut être la semaine d'après. Je peux les revoir pour les traiter. Donc, pour aider à contrôler les symptômes s'ils sont en période douloureuse. Fait que moi, je laisse vraiment le côté exercice à cap.
Puis moi, je prends plus le patient là, pour la gestion un peu plus passive du patient. Donc, je peux voir les gens et en période de crise et en période là, de quand ils vont bien aussi pour aller voir l'amplitude. Tu sais, c'est pas nécessairement quand on a une diminution d'amplitude, on n'a pas nécessairement une douleur. Fait que si la personne a de la misère à bouger son coude, mais que ça lui fait pas mal, ben, elle peut venir me voir. Nous, on travaille un peu en thérapie manuelle et tout. Fait que les techniques sont pas pareilles là, d'une personne à l'autre, d'un cas puis d'une forme d'arthrite à l'autre aussi. Mais c'est ça, on peut les voir dans les deux cas, effectivement. Ah, c'est vraiment intéressant parce que souvent, je pense que les gens vont avoir aussi la notion de dire j'ai beaucoup de douleur, je vais pas me faire traiter, mais alors que tu peux vraiment les aider. Là. Fait que, c'est super d'amener un peu cette notion-là, de dire même en phase aiguë, il y a quelque chose à faire en physio. Puis j'imagine que c'est un peu méconnu. Oui, exactement. Puis surtout aussi que il y en a qui vont attendre d'avoir, d'être plus capables de leur douleur pour venir. Fait que c'est pour ça que des fois, ça peut être bien de prendre rendez-vous, juste un petit peu avant quand ils voient que mais il semble qu'il y a quelque chose qui le coude coince exactement la fameuse pente. Là. Fait que c'est pour ça que je me garde quand même 2 à 3 rendez-vous par jour là, pour cette clientèle-là. Good. Ce qui est super généreux de ta part d'ailleurs. Ouais. On a Kim Fournier qui nous demande par rapport à la gestion là, de la douleur, entre autres, est-ce que c'est possible de traiter l'arthrite sans médication si on a recours à la physiothérapie de façon continue? Je la salue aussi d'ailleurs. Oh, en fait, public connu. Non, ouais, c'est ça. En fait, non. La médication est vraiment, vraiment importante. Puis, en passant, on peut pas guérir l'arthrite, comme j'ai dit. La médication va être là pour ralentir la progression de la maladie. Donc, la médication combinés avec la physio, la kin, l'ergo, la masso vont avoir des effets complémentaires puis vont être beaucoup plus bénéfiques là, pour la qualité de vie, la gestion des douleurs, le sommeil également. Donc la médication doit être poursuivie, c'est vraiment du côté là, du médecin et des pharmaciens qui vont décider ça là, avec le patient. Mais la physio seule, ça peut aider à diminuer ou contrôler les symptômes, mais sous-jacent à ça, faut se souvenir que c'est une maladie qui détruit l'articulation. Donc moi, avec mes mains, je peux pas venir patcher ça là. Good. Je nous amène dans un autre ordre d'idée complètement. Là, on passe un petit peu plus. On en avait discuté ensemble, puis je pense qu'il y a des gens qui nous avaient un peu posé la question, à savoir, parler un petit peu d'arthrite juvénile. Tu en as glissé un mot tantôt. Je peux te laisser prendre une gorgée d'eau si tu veux, parce que là, je sais que tu veux jaser ça. Fait qu'on y va facile. Tu sais, c'est quoi la grosse différence entre l'arthrite juvénile et les autres formes d'arthrite là, qu'on voit un peu plus chez l'adulte? Là? Je pense que ça va éclairer beaucoup de gens qui nous écoutent. Là. Ouais. Puis en fait, l'arthrite juvénile, l'AJI, là, qu'on entend l'arthrite juvénile idiopathique, c'est une forme d'arthrite qui va être diagnostiquée à l'âge de 16 ans et moins. Puis ce qui distingue particulièrement l'arthrite juvénile des autres formes d'arthrite chez l'adulte, c'est que le corps des enfants est toujours en changement. Donc, les articulations sont pas encore développées. C'est là qui fait, c'est ça en fait la différence. On va remarquer aussi quand l'enfant est en période de crise ou quand l'enfant a de la douleur, il va commencer à faire des compensations. Ce qui est normal, tu sais, si elle a de la douleur, par exemple, à la hanche, ben, tu sais, cette personne-là va peut-être de mettre plus son poids à gauche. Si elle a de la douleur, la hanche droite va mettre plus de poids à gauche et va développer des compensations. Par contre, étant donné que son corps est en développement, avoir des compensations comme ça peut amener d'autres problèmes par la suite. Fait que c'est ça la grosse différence entre les deux. Puis, parlant de différence, côté recommandation, je pense entre autres, là, c'est un thème qui vient, on dirait, qui n'a pas le choix, là, ça vient scinder avec l'arthrite, les recommandations de bouger, c'est-à-dire l'activité physique chez cette population de patients-là, là, plus jeunes, en croissance. Est-ce que ça s'applique toujours d'être actif? Oui, en fait, il faut absolument que l'enfant continue à bouger, tout comme l'adulte. Mais souvent, ça peut être un petit peu plus difficile de les encourager à bouger, dépendamment de leur âge, là, parce qu'ils comprennent pas toujours bien l'importance de bouger, surtout quand ils ont de la douleur, parce qu'on se souvient que c'est important de bouger, il faut juste pas que la douleur augmente. Puis tu sais, il y a certains parents aussi qui me demandaient s'il y avait des sports plus adaptés ou moins à risque. Oui, il y a des sports qui sont
sont plus adaptés, là, comme la natation, le yoga, le pilates, etc. Par contre, il faut vraiment choisir une activité que l'enfant va aimer pour qu'il décide là, de continuer à faire son sport, là, pour pas qu'il arrête en plein milieu. Je dirais, excuse-moi, Fred, je dirais toujours que le meilleur exercice, c'est celui-là qu'on fait. Exactement, exactement. Parole d'un sage. Puis, tu sais, aussi, là, il y a beaucoup d'articles scientifiques qui mentionnent que qui ont été faits pour la clientèle atteinte d'arthrite juvénile, que les exercices adaptés augmentaient de façon significative la qualité de vie, la force musculaire, la performance dans la vie quotidienne, puis qui diminuait les douleurs. Donc, tu sais, de façon significative, ça veut dire que c'est un changement qui est important, qui se sent, qui se voit. Par contre, il fallait bien respecter le dosage des exercices, les temps de pause, contre-indications, précautions. Donc, là, l'importance de faire appel à un physio. Juste une petite chose en finissant là, avec l'arthrite juvénile. Tu sais, l'arthrite juvénile, en fait, là, il y a plusieurs formes d'arthrite, comme l'arthrite avec la clientèle adulte. C'est important pour une personne qui a eu un diagnostic, par exemple, à l'âge de 8 ans, que cette personne-là conserve son diagnostic d'arthrite juvénile tout au long de sa vie, même si elle a 30 ans, 40, 60, etc. Parce que c'est important de garder en tête que cette personne-là a commencé à développer de l'arthrite pendant qu'elle était en développement. Donc, ça peut avoir un impact là, au niveau, un impact plus important au niveau des articulations. Et comme les formes d'arthrite, ben, l'arthrite juvénile va avoir de l'arthrite juvénile polyarticulaire à facteur rhumatoïde positif, donc comme de la polyarthrite rhumatoïde, où est-ce qu'on va avoir plusieurs articulations d'atteinte, de l'arthrite psoriasique, donc comme chez l'adulte, donc c'est ça. Non, mais c'est vraiment intéressant. Je pense que ça va démêler même des physios qui nous écoutent parce que des fois, on voit ça dans dans notre note confidentielle, puis on ne sait pas vraiment où se garrocher. Fait que ça, c'est super éclairant. Ouais. Je retourne sur une autre question que tu vas faire poser vraiment souvent, parce que moi, je me Ah, mon Dieu. J'imagine que Bat aussi. Je pense je suis tout oui. Oui, puis j'espère que les gens, c'est pas le temps d'aller chercher votre petite bière, là. Peux-tu nous parler de la glace ou de la chaleur, là? Où on s'en va avec ça? Ouais, ben, en fait, grosso modo, ce qui est important, c'est de mettre ce qui fait du bien. Donc, si Monsieur Bastien répond mieux à de la chaleur, on va mettre de la chaleur. Si Monsieur No répond mieux à de la glace, on va privilégier l'application de glace. En fait, la chaleur va aider surtout, oui, à soulager la douleur, les spasmes, les raideurs musculaires. Donc, ça peut améliorer un petit peu l'amplitude. La glace va aussi aider là, à la douleur. Puis là, je rentre dans un terrain super glissant, diminuer l'enflure, l'afflux de sang. Ça, de plus en plus, les recherches scientifiques démontrent que, bon, ça aurait plus ou moins de lien. Donc, c'est ça, il faut mettre ce qui nous fait du bien. Encore dans la majorité des articles scientifiques, l'application de glace est privilégiée sur une articulation active. Donc, où est-ce que c'est rouge, c'est chaud, c'est enflé. Mais encore là, c'est pas noir et blanc. Donc, je continue à penser que c'est vraiment selon ce qui nous fait du bien. Si on a une articulation qui est rouge, chaud et tout, oui, OK, on va essayer d'appliquer de la glace. Si on voit que ça fait rien, on pourrait essayer de la chaleur. Là. On va pas paniquer avec ça. Par contre, dans les deux cas, ce qui est important, c'est d'ajouter une serviette ou un petit quelque chose pour éviter de brûler la peau. Les gens qui sont atteints d'arthrite, souvent, ils ont une petite diminution de sensibilité là, due à plein de facteurs, là, beaucoup de douleurs, etc. On applique ça 10 à 15 minutes, gros maximum. Une pause d'au moins 2 heures entre l'application. Puis c'est ça. Je pense que j'ai pas mal tout dit pour la glace chaleur. C'est un bon résumé. C'est un bon résumé. On a une autre question qui fuse. Il y a eu au moins 3 personnes différentes qui nous l'ont demandé là, dans la banque de commentaires ci-bas. On l'a eu en messagerie privée aussi. Puis je l'ai eu d'un patient aussi en prévision du live. Fait que je pense qu'à une main pleine, on a le droit de poser la question. Évidemment, pandémie oblige, beaucoup de télétravail, beaucoup de gens dans leur setup inhabituel de travail qui ont amélioré là, du mieux qu'ils peuvent. Ce que les gens demandent, là, à quelle fréquence devrions-nous bouger, changer de position, s'étirer, changer de posture pour éviter l'ankylose d'une posture prolongée?
Ouais. Puis effectivement, là, en cette période de COVID, la majorité ont changé là, d'habitude, de posture. Il n'y a pas de chiffre magique, en fait, ou de temps idéal pour faire un arrêt, une pause. Moi, ce que je dis pas mal à tous mes patients, c'est on a tout un téléphone intelligent, on se met une alarme, pas une alarme, une alerte. Fait qu'à chaque heure, une alarme, ça serait tannant, là, une alerte, à chaque heure, on entend un petit ding. Et avec ça, on essaye de, OK, je pense à ma posture, premièrement, posture cervicale, thoracique, mon lombaire, tout est beau. Puis aussi, on peut en profiter pour faire un petit 2 à 5 minutes d'exercice de mobilité pour se sentir moins raide, juste comme ça. Ou ça peut être aussi avant de se lever. Si on était assis prolongé, on n'a pas bougé, ben juste se mobiliser un peu, faire des exercices avant de se lever. C'est sûr que, tu sais, je pourrais vous donner des exemples d'exercices, mais ça va vraiment dépendre de où la personne a mal. Tu sais, pour des cas de spondylarthrite ankylosante, arthrite psoriasique et tout, bon, on parle plus du rachis des hanches. Polyarthrite rhumatoïde, c'est plus les articulations distales, les petites articulations. Fait que ça ferait pas mal d'exercices différents. Mais un exercice que j'aime beaucoup donner souvent, c'est la marche militaire. Fait qu'on reste assis. On ne te demandera pas une démo, mais là, on non, c'est ça. bien, Je pense qu'on me voit pas, là. Mais, tu sais, c'est de faire une marche en position assise avec les bras, les jambes alternées. On peut ajouter une rotation du tronc, une petite rotation cervicale, encore une fois, dépendamment là, des cas. Faire des petites rotations au niveau du poignet, des chevilles aussi, avant de bouger, avant de se lever. Puis je reviens sur la posture. Pour les gens qui sont atteints principalement de polyarthrite rhumatoïde, c'est important de conserver une bonne posture cervicale surtout. Parce que il va y avoir plusieurs personnes qui vont développer une hyperlaxité au niveau des ligaments cervicaux, là, dans le haut du cou. Fait que c'est important de conserver un bon alignement pour éviter là, des problèmes, des douleurs. Puis il y a des exercices aussi qui peuvent être donnés pour ces conditions-là, mais ça passe avant tout par la posture. Et puis, tu sais, l'alerte sur le téléphone, là, ça fonctionne beaucoup. À chaque heure, on se fait un petit ding. OK, je bouge un petit peu. C'est pas besoin d'être très long. Ça peut être 1 minute s'il faut, mais c'est quand même 1 minute qui va venir dérédir les articulations. Super clair. Ça, je pense qu'il y a quelques personnes qui vont apprécier le conseil. D'ailleurs, là, ils nous ont encore demandé, j'ai plein d'amis à qui ça s'applique, on peut-tu partager la vidéo? On vous l'exige. Il y a une section partagée, il faut aller là-dessus. Ça va spreader, là, en fait, aller partout là, sur votre fil d'actualité. Aussi, il y a des gens qui disent, non, mais là, Fred est vraiment trop cool. Je reste pas à Québec, je fais quoi? Ben, en fait, Fred, corrige-moi si je me trompe, mais tu offres tes services en télé-réadaptation, non? Oui, on offre maintenant les services, tu sais, avec ce qui vient de se passer, là, on a travaillé, on a développé des formulaires d'évaluation qui se font maintenant à distance, donc pour prendre certaines mesures à distance, certains tests à distance. La kinésiologie aussi, là, les périodes d'exercice se font également à distance en Zoom. Donc, il n'y a aucun problème. Là, je fais pas mal la moitié-moitié Zoom et en présentiel là, pour le moment. Donc, pour ceux qui sont à distance, ça se fait très, très, très bien. Super. Dernière question, en fait, déjà. Ah ouais, déjà? Ça passe vite. Ça passe vite. Elle vient du public aussi. Je trouve ça super intéressant parce que c'est un cas clinique, si je peux dire. C'est une dame qui est atteinte de la polyarthrite rhumatoïde. Un diagnostic qui est sorti là, à l'hiver 2013. Okay. Elle rapporte que ses chevilles, ses mains sont principalement les structures là, atteintes. Elle est inquiète principalement par ses mains. Diminution de force, de préhension, dextérité, sensibilité. Elle se demande, dans le fond, cette dame-là, les exercices de renforcement qui sont suggérés, comment savoir si on a besoin d'orthèses pour éviter les déformations. Ouais. Parce que malheureusement, on sait qu'il peut en avoir de la déformation en arthrite inflammatoire. Fait qu'on t'écoute à ce sujet-là. Mot de la fin. Bon, fait que je vais décortiquer un peu là, la question. En fait, pour ce qui est de la diminution de force au niveau des mains, il existe plusieurs exercices qu'on peut donner en clinique.
comme je disais tantôt, chaque personne est différente. Puis, il y a différentes formes de déformation. Donc, des déformations où on voit les mains déviées vers l'extérieur, des déformations où est-ce qu'on voit le bout des doigts pliés, donc en col de cygne, etc. Donc, dépendamment de ces déformations-là, les muscles affaiblis ne seront pas nécessairement les mêmes dépendamment des déformations. Les muscles rétractés, là, les muscles qui sont plus petits ne seront pas non plus les mêmes. Donc, tu sais, je peux pas donner d'exercice concret pour ça parce que ça va trop dépendre du type de déformation. C'est important de savoir que avec la clientèle atteinte d'arthrite inflammatoire, il y a on a plus de chances, en fait, de développer les syndromes du tunnel carpien qu'on entend souvent. Là, ça, c'est une compression. Yeah. Oui, exactement. C'est une compression là, au niveau du poignet. Il y a un petit tunnel où est-ce que les nerfs passent à l'intérieur. Puis ce tunnel-là, il comprime les nerfs. Puis que ça peut nous donner des engourdissements au niveau de certains doigts dans la main. Donc, les gens, par exemple, qui ont une diminution de force de préhension, qui disent, OK, ben moi, je vais renforcer mes mains. Oui, exactement. Puis là, ils vont renforcer avec une balle, par exemple. Ben ça c'est pas nécessairement bon parce que ça augmente encore plus la pression au niveau du tunnel. Exact. Fait que ça peut donner d'autres symptômes, ça peut même en créer. Donc, c'est important de faire une évaluation là, avant de commencer certains exercices homemade, donc faites à la maison. Puis aussi les exercices de dextérité, il y en existe plusieurs. Catherine, kinésiologue, a même une section là, justement pour les exercices de dextérité, que ce soit les pinces, que ce soit prendre des boutons sur des surfaces stables, il y en a plusieurs. Puis il me restait la section orthèse là, que tu parlais. Ouais. En fait, je suis pas pire. C'est bon, bonne mémoire. Oui, c'est ça. Pour éviter les déformations, moi, je vais souvent recommander aux patients d'aller consulter en ergothérapie pour des orthèses assez rapidement, en fait. Parce que quand on a une déformation, une vraie déformation que j'appelle, où est-ce que les os vont se souder ensemble, on pourra pas revenir en arrière. Fait quand on a une articulation qui commence à se déformer, il faut agir rapidement pour éviter qu'elle se déforme davantage. Donc, les orthèses vont être importants là, justement à ce moment-là, puis même avant, idéalement, pour éviter la déformation. Les orthèses peuvent être portées, là, dépendamment des recommandations de l'ergothérapeute, seulement la nuit, peuvent être portées quelques heures par jour, seulement durant les activités, etc. Il y a aussi, par contre, je fais une petite analogie, là, les déformations antalgiques que j'appelle, où est-ce qu'on va avoir une déformation, on va voir une déformation, mais en fait, parce que la personne a tellement mal qu'elle se place dans une posture pour éviter la douleur. Donc, ça, c'est souvent en période de crise, l'inflammation va finir, la douleur va diminuer, la personne va pouvoir se repositionner, là, donc l'articulation, on va voir qu'elle est conservée, elle est droite, mais c'est ce qui fait la différence là, entre une déformation de type antalgique d'une vraie déformation. Ben, c'est bon parce que tu nous amènes vraiment à penser qu'il faut consulter un professionnel. Là, on parle de toi, mais c'est ça, il faut consulter quelqu'un qui connaît ça parce que même moi, l'exercice de préhension comme physio, on dirait qu'on a un peu l'habitude de dire « faut que je serre », mais c'est pas nécessairement, fait que c'est super intéressant. Exact, merci. On arrive déjà, comme je l'avais souligné avant la question, à la fin. Merci infiniment, Fred, d'avoir accepté notre invitation comme expert sur l'arthrite. C'est vraiment très cool. Un moyen de te rejoindre si on a des questions? Ouais, si les gens... Oui, en fait, Catherine et moi, on a un site, un email en fait conjoint. Donc, Arthrite va défiler là, sur le bas, je pense, arthrite@physiointeractive.com. Donc, on peut répondre là, les deux à vos questions. Je sais qu'il y a peut-être des questions qu'on n'a pas répondues, comme Bastien puis PO l'ont dit tantôt. Catherine et moi, on va vous répondre. Vous pouvez aussi nous envoyer des questions via le site Internet ici. Puis sinon, ben là, moi, je travaille au Campanile, bientôt au Campanile, en fait. Donc, vous pouvez appeler à la clinique. Ben, c'est parfait. Oui, exactement. Super bon. PO, je le répète, merci encore, Fred, les commentaires. J'ai hâte que tu t'aies fait la lecture, là, les merci feu. Je pense que tu as éclairé vraiment beaucoup de monde. Tu as été concis, simple, précise à la fois. C'est vraiment apprécié de tout le monde. PO,
On a dit qu'il y avait tantôt notre première femme, Fred, a été pionnière et avec l'arthrite et avec notre Facebook Live. Qu'en est-il des deux femmes qui vont nous rejoindre là, la semaine prochaine? Ben oui, c'est ça, ça va être vraiment intéressant parce qu'on va avoir deux invités, pas une, mais deux, en plus deux filles. Fait que là, c'est incroyable. Comme on vous a dit, on parle de rééducation périnéale. Ça nous a été demandé plusieurs fois. Puis là, je pense que les gens étaient tannés de nous le demander, mais on vous avait écouté. C'est juste que vous allez comprendre quand vous allez écouter le live que c'était pas facile de trouver des bons moments pour jumeler nos deux intervenantes. Juste pour vous dire, là, j'ai vu quelques sujets qui ont été abordés. On va parler des femmes enceintes, évidemment. On va parler même des hommes. Fait que si vous avez des questions, messieurs, n'hésitez pas à être avec nous. Puis on va parler d'activité physique aussi. Je pense que c'est des questions qui reviennent souvent en lien avec la rééducation périnéale. Donc, préparez vos questions. Puis comme Bastien a dit au début, si vous avez une question qui est un peu gênante, parce qu'on sait que des fois, ça peut être un sujet tabou, envoyez-nous-la, excusez-moi, en messagerie privée. Puis Marie-Ève va gérer tout ça et va nous l'envoyer. Et on va essayer d'y répondre la semaine prochaine, 19h30, notre nouvelle heure. Fait que j'espère que vous avez aimé notre capsule sur l'arthrite avec Fred. Puis ben nous, on vous dit ciao et à la semaine prochaine. Bye bye! Salut!